Yaorana et bienvenue dans Manava. Les temps changent. Maintenant, vous pouvez commander tout ce que vous souhaitez de votre canapé. Le e-commerce est devenu quasi incontournable. Nous accueillons Jennifer Langui, chargée de communication et marketing pour Monoï Tiki Tahiti. Yaorana Jennifer. Yorana. Jean-Christophe Bertoni, gérant de la société Aotech. Yaorana Jean-Christophe. Yorana. Et Laurent Rubio, gérant de l'agence Créapassion. Yaorana Laurent. Yaorana. Janice, Yaorana, Yorana Stéphane. tu nous donnes la définition du e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est-à-dire le commerce électronique, est tout simplement le fait d'acheter et de vendre un bien, un produit ou un service sur Internet. Le commerce sur Internet implique une transaction de biens et de services, mais aussi de transfert de fonds et d'échange de données. Pour la petite histoire, l'émergence du commerce en ligne date des années 90 avec l'apparition d'Internet. D'ailleurs, saviez-vous que le tout premier achat sur Internet s'est réalisé en 1994 à Philadelphie, aux États-Unis? Il s'agissait d'un achat d'environ $12 pour un album du célèbre chanteur Sting. En France, le commerce en ligne s'est développé tout d'abord via le Minitel. Vous vous rappelez de ces ordinateurs en miniature munis d'un grand boîtier à l'arrière? Outre l'annuaire, le Minitel proposait des services sur lesquels étaient également présents de grands noms de la vente par correspondance, comme La Redoute ou encore les Trois Suisses. Puis, l'arrivée d'Internet a rapidement développé ce nouveau modèle d'entreprise dont les plus grands noms actuels sont Amazon, eBay ou encore AliExpress. Laurent, le e-commerce est donc démocratisé grâce à Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut en faire? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, le e-commerce est devenu accessible. Il y a énormément de plateformes qui se sont ouvertes un peu partout dans le monde, et notamment en Polynésie. Et c'est vrai que le Covid a fait basculer la tendance. Toutes les entreprises maintenant se sont lancées dans le digital, et il existe énormément de solutions mises à disposition du grand public et des professionnels. Le déclic a été le moment où les gens ont dû rester chez eux. Donc on a eu tous beaucoup de temps pour aller sur les ordinateurs. Et les sociétés ont vraiment... Il y a eu un avant, un après. Les sociétés sont toutes quasiment passées sur le e-commerce. C'est ça. En grande partie, on va dire. Voilà. Avant, on en parlait, mais personne n'y allait vraiment. C'était juste des sites vitrines. On n'avait pas encore perçu l'utilité réelle. Les marchands n'en voyaient pas l'intérêt, et sur une île comme la Polynésie, où quand même il y a une sorte de proximité, les entreprises ne franchissaient pas le cap. Mais avec le confinement, il y a eu une prise de conscience, et là on a rattrapé le temps perdu en quelques mois. Il y a eu un bond, une demande très forte de ce côté-là. Il y a eu une prise de conscience. Prise de conscience, oui. Jennifer, donc toi tu représentes Monoï Tiki Tahiti, qui est une société qui a été créée en 1942. Donc la question qui se pose obligatoirement, c'est comment on fait passer une société un peu historique au e-commerce? Parce qu'on est sur presque 3 ou 4 générations, donc ça a dû être un changement assez intéressant. C'est un changement qui s'est fait au fur et à mesure. On a vraiment développé vers le e-commerce en fonction de nos consommateurs, en fonction des besoins en fait de nos clients. Donc ça s'est vraiment fait petit à petit. Donc tout d'abord, on avait commencé déjà à exporter en France, ce qui a fait que nos produits ont été connus un peu à l'étranger. Et après, la demande a évolué, donc a augmenté, qui a fait que pour répondre à cette demande, nous avons dû nous ouvrir vers nous moderniser, en fait, tout simplement poursuivre cette ère digitale, en fait. La notion d'e-commerce, pour vous, elle a été ouverte pour l'extérieur et non pas pour la Polynésie? Dans un premier temps, oui. Tout simplement parce que notre produit est assez connu ici en Polynésie et qu'il est facilement trouvable dans les magasins, que ce soit à Tahiti ou bien dans les autres îles. Donc, c'est vrai que nous avons un produit qui peut être acheté, donc voilà, facilement, comparé à la France où là, c'est plus difficile vu que c'est un produit d'ici. Jean-Christophe, pour Aotech, quelle a été pour toi la nécessité de passer sur le e-commerce? La nécessité, ça a été au départ déjà l'attrait, puis étant déjà dans le domaine informatique. Vous êtes dans le domaine informatique, donc normalement toujours un peu à la pointe. C'est ça. Donc c'était, nous, on a déjà démarré, je dirais, il y a pratiquement 5 ans.
le e-commerce, qui n'était pas vraiment le e-commerce à C'était l'époque. plus pour vous montrer, non? C'est ça, hein? Le premier temps a vraiment été, oui, une Une vitrine, vitrine, voilà, cherchez le on bon m'a terme. dit. Voilà, Voilà, une vitrine. une vitrine. Et ça fait bien pratiquement 2 ans avant le Covid. On a un petit peu essuyé les plâtres, on va dire. On a testé avec tous les problématiques de mise en place, parce qu'au départ, c'était un petit peu, tout n'était pas calé. Et on était vraiment prêt, entre guillemets, quand malheureusement le Covid est arrivé. Nous, on avait déjà les plateformes qui étaient déjà en place et avec tous les produits qui étaient disponibles. Donc le e-commerce vous a permis de continuer à travailler malgré malgré le Covid et les restrictions? Tout à fait, tout à fait. Ça a permis de passer un cap, comme on a dit tout à l'heure, du fait que les gens ne pouvaient pas se déplacer. Donc là, on a mis en place des livraisons, des choses qu'on n'avait pas mises en place avant, pour vraiment donner l'accès encore aux produits, tout en étant bloqué à la maison encore. Alors en général, c'est le process, c'est-à-dire que les sociétés passent d'abord sur une sorte de vitrine pour montrer leurs produits et ensuite commencent à faire du B2B ou du B2C, donc à vendre soit à d'autres revendeurs ou à vendre directement aux clients. Aujourd'hui, on va directement dans le e-commerce. Alors après, il peut y avoir effectivement plusieurs étapes qui dépendent de la maturité du projet. Mais maintenant, les clients viennent nous voir directement pour faire du e-commerce avec des objectifs très précis, avec une volonté ferme de retour sur investissement et de vente en ligne. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, on est Voilà. passé de c'était quasi original Voilà, à maintenant c'est nécessaire, voire ça indispensable. devient, Oui. c'est ça, complètement. Et toutes les sociétés peuvent faire du e-commerce ou il y a certaines sociétés avec des produits qui ne s'y prêtent pas? Beaucoup de produits s'y prêtent. Parfois, il y a une législation qui fait que ça devient compliqué. Certaines sociétés, aujourd'hui, n'en ressentent pas la nécessité, puisque ça se passe déjà très bien comme ça. Donc, elles Ils ont y un marché vont, qui est déjà organisé, qui est avec, déjà en place. avec Voilà. un flux déjà suffisant. Voilà. Et donc, du coup, elles restent sur le schéma d'une structure, d'un Classique, site on va dire. de type vitrine. Mais c'est surtout les startups, généralement, qui utilisent cette force de frappe, en fait. Qui, pour elles, c'est une nécessité absolue d'avoir une présence digitale. Et toute génération? J'imagine que, Bon. évidemment, les 30A Quadra à fond dessus. Et puis, plus on arrive vers Quinca et 60-70, je ne sais pas comment on dit, on a toujours besoin d'aller voir le produit, non? On peut identifier ça comme ça? Oui, les comportements sont différents, mais effectivement, à un moment donné, il y a une passation qui se fait avec la jeunesse. Et donc, le digital, effectivement, est pris en charge par la nouvelle génération qui arrive. Dans l'absolu, on peut considérer que le papier, on va moins utiliser de papier, justement, puisque Jennifer, vous présentez vos produits sur écran. Aotech, vous faites aussi ça ou vous faites encore des catalogues? Ah non, ça fait X années que Vous avez arrêté les catalogues? catalogue ou toute communication, même papier, ça fait X années, on n'est plus dessus. Ah, vous êtes passé complètement sur le numérique. Ah oui, non, là c'est vraiment un support qui aujourd'hui, pour nous, en tout cas dans notre catégorie de produits, n'est plus d'actualité. Mais bon, après, il y a d'autres produits où c'est encore obligatoire, je dirais, où c'est un support qui fonctionne. Mais effectivement, dans le numérique ou des produits informatiques, je pense que tout le monde est passé sur le numérique. Ouais. Puis c'est aussi une question de génération. Il y a encore une génération qui aime avoir le catalogue papier en main et une autre génération qui est sur l'écran en permanence. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a ce choc des générations, hein, ça c'est évident. Hein. Est-ce que que ce soit Jean-Christophe ou Jennifer, est-ce que ça vous a amené une clientèle différente? Ça nous a apporté beaucoup de nouveaux clients, le numérique. Donc, tous nos clients à l'étranger, donc en France, en Europe, voire dans le monde entier. Mais aussi, ça nous a permis de faire connaître plus notre produit, en fait. Parce que c'est vrai que voilà, il est connu ici à Tahiti, mais c'est vrai que pour s'ouvrir vers le monde, c'était beaucoup plus pratique. Vous avez quel type de concurrence? Vous avez donc le monoï avec le savoir-faire polynésien, mais est-ce que vous pouvez vous retrouver face à des produits de moins bonne qualité, mais qui eux aussi utilisent le numérique et puis avoir une sorte de battage où on peut être beaucoup plus vu? Est-ce que vous réussissez à mettre en avant la qualité du monoï de Tahiti via le numérique? Ah oui, bien évidemment, hein, ce sont nos valeurs que l'on prône et que l'on arrêtera, que l'on ne cessera pas
de dire en fait que vraiment, nous, notre valeur absolue, c'est que notre monoeil est fabriqué à Tahiti entièrement. C'est vraiment notre force et notre plus-value. Donc, c'est ça vraiment que nous mettons en avant dans nos communications sur les réseaux, sur Internet, tout ça. Et que aussi notre savoir-faire est, euh, com- a été légué Oui, depuis bien mon sûr. grand-père, et puis à mon père, et après, enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fort chez nous et qu'on ne veut surtout pas perdre, surtout, voilà. En interne, ça peut être intéressant. Tu as d'autres générations. Est-ce qu'ils comprennent cette nécessité du e-commerce ou est-ce qu'ils voient ça un petit peu comme une sorte d'animal étrange en se disant, attends, moi j'ai jamais fait ça, est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est vrai que ça a été difficile au début parce que, voilà, comme vous le disiez, c'est une autre Choc de génération. génération Voilà, là. c'est un choc de génération et après, ce sont plus les nouvelles générations qui sont plus aptes au digital. Mais du coup, ils ont évolué et ils sont aussi obligés de commencer à comprendre, à manier en fait ces outils-là pour pouvoir continuer à évoluer. Donc le choc de la génération est là, mais ça avance. Oui, ça avance quand même, ça se passe très bien, voilà. Très bien. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Jennifer Langy, chargée de communication et marketing pour Monoï Tiki Tahiti. Jean-Christophe Bertoni, gérant de la société Aotech. Et Laurent Rubio, gérant de l'agence Créa Passion. Janice, pour ta chronique, tu nous parles de l'évolution du e-commerce en Polynésie. Oui, tout à fait, Stéphane. En quelques années, les achats en ligne des Polynésiens ont augmenté de manière considérable, encore plus depuis le confinement dû à la crise. Selon la Direction générale des affaires économiques en 2019, les Polynésiens étaient 23% à acheter en ligne. 56% des produits étaient des vêtements et 85% des sites utilisés sont situés à l'international contre 12% d'achats réalisés sur des sites locaux. Le commerce en ligne est un marché rentable et les jeunes le savent. Au Fénois, ils sont nombreux à avoir adopté le e-commerce, mais pas que. Les institutions comme Farirata, le groupe OPT et la CCSM souhaitent également favoriser le e-commerce entre les entreprises du Fénois et les consommateurs polynésiens, mais aussi du monde. La Polynésie pourrait accueillir un nouveau service de vente en ligne d'ici 2023. Il s'agira d'une marketplace qui regroupera des produits de services locaux faisant l'objet d'une présentation sous forme de page boutique. Laurent, l'insularité est-elle un frein au e-commerce? Alors, ça peut être un frein si la connexion, la logistique n'est pas en place. Maintenant, c'est sûr, c'est un besoin. Je pense que toutes les personnes vivant dans les îles ont ce besoin d'avoir accès à l'information, à des catalogues et à pouvoir effectivement effectuer des achats en ligne. Donc, si effectivement l'infrastructure est en place, que la connexion est bonne et que les commerçants, les e-commerçants polynésiens sont prêts et sont organisés pour livrer dans les îles, bah, c'est tout gagnant pour le Polynésien. On garde la fluidité puisque dans les îles, on envoie souvent par bateau. Si on envoie par avion, on va avoir un surcoût de fret, j'imagine aussi. Non, pas spécialement? Ouais, spécialement. Après, ça dépend des produits. Oui, Euh, c'est la voilà. question que j'allais te poser, parce que dans ton cadre particulier, Jean-Christophe, donc c'est donc plutôt du numérique, de l'informatique, du technique. Ça peut être des petites pièces, mais ça peut être des très grosses pièces. Donc vous proposez aux clients le type de fret? Pour l'instant, nous, on travaille qu'avec du fret avion. D'accord. Très, très rare par bateau. Quelques clients, effectivement, sur des commandes bien particulières, mais en règle générale, dans tout ce qui est numérique, c'est plutôt petit et plutôt coûteux. Donc, effectivement, ça rentre plus dans le cadre du fret avion. Et ce coût fret peut être un frein? Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est un frein. Mais je dirais que c'est un frein, pas simplement du fret, de tous les frais annexes qu'il y a autour du fret. Donc, il y a beaucoup de frais, pardon, il y a beaucoup de frais qui peuvent, oui, pour une petite pièce, on peut avoir 2500 francs de frais. Donc, effectivement, si vous achetez une petite cartouche d'encre, c'est compliqué. De toute façon, les Iliens sont complètement habitués à ces frais.
Et ils savent que quoi qu'il arrive, s'ils ont besoin de s'équiper, de se fournir, malheureusement parfois il y a 4 IT où il y a du stock, et donc ils sont complètement habitués à ces charges-là, à ces frais-là. L'Internet va leur permettre de gagner du temps. Comme tu disais tout à l'heure, tu es sur ton canapé, il est 23 heures, tu peux te connecter et faire tes achats en ligne. Parfois, les horaires des magasins à Papeete, par exemple, font que quand on a une journée de travail, on n'a pas le temps d'appeler pour se renseigner. Pour Ça, c'est le côté pratique. Ouais. Donc, il y a un côté pratique. C'est une boutique ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on peut avoir l'information tout de suite. Et donc, du coup, on peut mieux organiser ses achats. Et en fonction du produit, faire venir par fret aérien, par fret bateau, et trouver le meilleur compromis pour que le produit arrive dans les meilleures conditions, au meilleur prix. Dans le cadre d'Aotech, où on a toujours besoin de détails, puisque c'est du technique, le e-commerce ne fait pas, je veux dire, tu ne perds pas un peu des connaissances? Est-ce que les personnes peuvent vous poser toutes les questions qu'elles veulent vous poser? On essaye de mettre un maximum d'informations. Souvent, dans le e-commerce, on a beaucoup plus d'informations même que... Par écrit? Voilà. Sur la fiche technique ou ce genre de choses? Quand on va voir un produit, très régulièrement, maintenant, quand on veut avoir des informations, on va sur Internet. Même dans certains magasins, quand on veut des informations, on dit on aura plus d'informations sur Internet. Ah, tu penses que c'est passé c'est passé dans l'autre sens maintenant, tu penses dans la partie technique. D'accord. Mais après, je pense qu'il y a quand même un côté, comme on discutait tout à l'heure, humain, qui est important en Polynésie et qui, je pense, va prendre du temps encore, en tout cas pour le contact humain par rapport à la vente et la finalisation de la vente. J'ai vu que sur pas mal quand on se connecte, maintenant on a toujours une fenêtre qui s'ouvre. Alors moi j'ai pas le terme technique. C'est un chat. Voilà. Et ça peut être une façon de pouvoir répondre directement. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est un robot? Les deux existent. Soit le robot, l'intelligence artificielle, ou soit il y a véritablement... On l'a en Polynésie, ça aussi, bien sûr. On l'a aussi. Sinon, il y a une personne en direct qui prend la main et qui répond aux questions. Donc là, ça veut dire qu'elle est aussi sur les horaires classiques, alors? Oui. Parce que j'imagine en Polynésie, on ne va pas faire du H24 et on ne va pas payer quelqu'un pour répondre à 3 questions dans la nuit. Ça dépend de chacun, mais il y a parfois moi j'ai certains clients qui se rendent disponibles parfois à des heures impossibles parce qu'ils sont dans cette passion, dans cet engouement, et donc du coup... ils me le disent, des fois à 23h, ils répondent à des questions clients directement, que ce soit par Facebook ou directement sur le chat. Je sais, parce que je peux être comme ça, moi, donc je sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est, j'ai du mal à débrancher des fois. C'est ça. Jennifer, est-ce que tu as des demandes particulières de clients à l'étranger et est-ce que ça peut vous pousser à ouvrir votre gamme? Ah oui, tout à fait, bien sûr. On est toujours ouvert aux suggestions de nos clients, que ce soit nos clients étrangers ou bien nos clients locaux, ça, il n'y a rien à dire. Et une fois quand on voit qu'on a beaucoup de suggestions sur un même produit, du coup, on se met à réfléchir pour savoir, est-ce que ce serait faisable pour nous déjà de le faire? Parce que c'est vrai que beaucoup de clients, par exemple, nous demandent un certain type de produit, sauf que ce produit existe déjà beaucoup en magasin, en ligne. Vous n'avez pas spécialement envie de le faire. Après, il y a une question de coût, il y a une question c'est ça. de garder la qualité de Monoï de Tahiti, et ainsi de suite. Voilà, parce que c'est vrai que nous, on aimerait aussi faire ici. Donc, du coup, pour essayer de faire au maximum en local. Mais bien sûr, voilà, comme tu disais, il y a des coûts quand même assez importants de tout faire réaliser ici. Oui, parce qu'on est quand même au milieu du Pacifique. C'est ça. Donc, mais pas uniquement au milieu du Pacifique. C'est vrai que, est-ce que vous avez alors, cette concurrence qui est là entre les personnes qui veulent absolument commander à l'extérieur et vous, en plus, toi, j'imagine, tu es en plein dedans. Alors, complètement. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pose la question. Alors, on va essayer de ne pas faire un trop grand débat. Mais comment est-ce que tu peux lutter contre ça? Et comment, par le service, par la proximité, j'imagine tes prix, tu fais attention? C'est très difficile de lutter justement par rapport au prix, parce que c'est quand même la première raison d'achat, je dirais. Bon, après, effectivement, on revient sur la garantie, sur le produit. Encore, il y a beaucoup de plateformes qui ne livrent pas en Polynésie. Je dirais heureusement, en tout cas dans mon domaine, parce qu'effectivement, ça deviendrait un petit peu compliqué, parce que nous, on est, en tout cas au niveau des taxes ou des choses comme ça, on n'est vraiment pas du tout dans la même gamme. Donc, on se retrouve des fois avec des produits qui sont beaucoup plus chers, parce qu'on a énormément de choses à payer.
et certains produits qui arrivent donc de l'extérieur, après, bon, c'est une politique, hein, mais qui ne sont pas du tout taxés. Et donc là, c'est très difficile de pouvoir se comparer Et ça peut être dangereux parce qu'à force de vouloir absolument aller chercher tout à l'extérieur, ce que je ne souhaite pas, mais on peut très bien se retrouver en disant tiens, je vais aller chez un tel, ah ben non, il est fermé. Bah oui, les gars, vous arrêtez pas d'aller chercher dehors, donc il y a un moment, il faut aussi qu'il y ait une réalité de marché ici. Est-ce que, Laurent, toi, est-ce que tu as des clients que tu peux décourager en leur disant non, dans votre métier, le e-commerce, c'est pas encore ça? Est-ce que ça arrive? Il y a toujours des déclinaisons possibles. Par contre, c'est vrai que parfois, quand la personne me présente son projet, je vois son business plan, je peux lui dire, ben oui, là, honnêtement, il n'y a pas d'intérêt, en tout cas pour le moment, à cette étape-là. Concentre plutôt ton budget différemment. Sur Sur la communication, sur une force de vente, par exemple, etc. C'est vrai qu'il y a des secteurs où l'Internet est un confort et pas une nécessité absolue. Donc, c'est là où l'agence web est là pour justement clarifier et poser le cadre et donner un conseil. Mais oui, ça arrive, hein. C'est vrai que le e-commerce n'est pas une réponse à tout. Et comment, je voyais des photos se diffuser derrière toi, comment tu formes tes clients? Parce qu'il y a un moment, il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils puissent installer des photos, il faut qu'ils puissent incrémenter les différents détails, et ainsi de suite. Tu vas faire la formation pour ça? Il y a un accompagnement de A à Z. Il suffit pas juste d'appuyer sur un bouton. Oui, parce que certains clients sont persuadés qu'en fait, ils vont faire ça et ça met en place. Oui, c'est beaucoup de travail en amont, hein. Oui, en fait, c'est vraiment un logiciel qui se met en ligne. Il y a la saisie des produits, il y a des passerelles qu'il faut mettre en place avec les magasins déjà existants pour que les stocks se synchronisent en temps réel. Il y a énormément de points techniques à évoquer. C'est vrai que souvent, nos clients ne réalisent pas tout ça. Ils ne s'imaginent pas que c'est vraiment un magasin virtuel, hein. C'est comme un magasin physique. Il faut s'en occuper, il faut l'animer, il faut le gérer. Et les problèmes de stock se posent aussi, hein, parce que si on vend mais qu'il n'y a pas le produit en stock, c'est compliqué. Donc il y a un accompagnement, il y a de la formation, c'est indispensable. Jennifer, vous êtes passée par tous ces problèmes-là? C'est-à-dire qu'il a fallu vous mettre à la page et ensuite changer des modes de travail? Changer les modes de travail. Non, peut-être Pas pas spécialement. vraiment, pas spécialement, mais vraiment apprendre à travailler différemment. Donc, apprendre une nouvelle méthode de travailler, c'est comme Laurent disait, remettre les stocks à jour pour éviter d'être en rupture de stock sur le site. Alors que, voilà. Donc, ce sont des petits procédés de travail à faire quand même, à penser à le Vous avez dû faire. remettre les process en place. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est une nouvelle interface. Donc, du coup, il faut aussi se réadapter à ça. C'est une autre méthode de travail qu'on apprend à utiliser. Donc il y a eu la création de nouveaux métiers, on va dire. Entre, alors je sais pas, c'est quoi, webmaster? Oui, Ou des personnes qui sont là pour régler tous ces problèmes? oui, enfin, alors soit le client, il a dans son équipe les ressources. Les grosses sociétés, on va dire. Voilà, ou Mais un soit- artisan, Mais il est obligé souvent de tout faire lui-même, en c'est fait. ça, hein? Donc, il n'a pas forcément le temps. Donc, ça pose des problèmes parfois de calendrier, puisqu'il y a des événements, il a ses arrivées de stock. Enfin, il y a énormément de choses à gérer. Après, nous, on peut proposer, on peut lui mettre à disposition des ressources, justement, pour l'aider dans ce projet-là. Mais effectivement, on ne réalise pas quand même que ça demande une implication. Il faut quand même être Oui, ça là, se fait s'en pas en occuper. une semaine. C'est ça. Je viens pas te voir en disant tiens, je veux mettre tel produit, je veux faire du e-commerce. C'est pas magique. C'est ça. Il y a tout un procédé à C'est mettre ça. en place et ça peut prendre plusieurs mois. Et notre rôle, c'est de le sensibiliser, justement, de bien lui expliquer, de bien décomposer pour qu'il comprenne l'investissement que ça va lui représenter. Et souvent, ben, c'est une co-création, hein, c'est un travail d'équipe, hein. Nous, on ne peut pas avancer s'il ne nous donne pas les éléments, il faut qu'on avance main dans la main et qu'on réponde à toutes ces questions, parce qu'il va rencontrer à un moment donné des problématiques auxquelles il va devoir trouver des réponses rapides. Donc ça, c'est ton métier. C'est notre métier de l'aider dans cette démarche-là, oui, tout à fait. En général, on va dire les budgets marketing passent sur la création, passent sur le e-commerce et on délaisse les communications classiques. Non, on les délaisse pas forcément. C'est juste que ça s'est rééquilibré. Avant, c'était 100% du papier, on va dire. Maintenant, on est sur un 50-50. Il y a certains secteurs où le papier se justifie, hein, la télé, la radio ou autre, ça se justifie amplement. Et il y a d'autres secteurs où c'est pas le moment, c'est pas mûr encore.
Parce qu'effectivement, les retours sur investissement du digital sont plus forts que les médias traditionnels. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont oubliés, ils sont juste... le bon terme, c'était rééquilibré, voilà. C'est juste qu'il y a un temps pour tout, en fait, tout simplement. Bon, le e-commerce, encore de belles journées, de beaux jours à vivre en Polynésie. On est encore au début, alors ça va continuer. Je pense qu'on est au début. Là, oui. Très bien. Jennifer, Jean-Christophe et Laurent, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir reçus sur ce plateau. Janice, quel programme TV sur TNTV, s'il te plaît? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine Ciné Nuit, à 19h30 le film Confession d'une accro du shopping et enfin à 21h20 deux épisodes de votre série Legend of Tomorrow. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.